Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à vos questions. Alors, paf. Voyons voir tout ça. Je remonte. Alors déjà, merci beaucoup à toi pour ta Merci. Alors la première question nous vient de Moum qui dit d'où vient ce sentiment fort d'appartenance bretonne? Alors, d'où vient ce sentiment fort d'appartenance bretonne? Alors, déjà, il y a un sentiment. Il faut faire une différence entre le sentiment diffus et le sentiment fort. C'est-à-dire le sentiment diffus d'appartenance bretonne, je pense qu'il a existé à partir du moment où il y avait un duché de Bretagne. Il y avait un duché de Bretagne entre le XIe siècle et le XVIe siècle. Et je pense que les gens se sentaient bretons parce que le prélèvement de l'impôt, je pense, déjà. Le prélèvement de l'impôt, c'est-à-dire que tu donnes ton argent au duc de Bretagne, tu donnes pas ton argent au roi de France. Et du coup, à partir de là, tu te sens breton, mais tu mets pas de sentiment derrière. Tu te sens breton, mais c'est tout. C'est juste parce que t'es né en Bretagne, mais c'est ni bien ni mal, en fait. Après, le sentiment fort, je pense que ce que tu veux dire, c'est l'appartenance, c'est ça, la conception sentimentale de l'appartenance bretonne. Et la conception sentimentale de l'appartenance bretonne, comme j'ai essayé de le montrer dans ma première partie, c'est la suite de la Révolution française. C'est-à-dire, je pense que, et c'est la modernisation, c'est-à-dire c'est le sentiment que l'époque, qu'on change d'époque, que ça va trop vite, qu'on n'arrive pas à suivre, qu'on est déraciné aussi. Il y a un très beau, enfin un très beau, oula, ça va pas du tout. Il y a un très célèbre ouvrage de Barès qui s'appelle Les Déracinés, qui traite de cette question. Et lui-même nationaliste. Barès est lui-même nationaliste, les déracinés. Barès, lui, il vient de la Lorraine, donc c'est. Alors, il y a juste une question que je vois ici. Moum, très bonne conférence, si j'ai maîtrisé. Merci. Par contre, sans être méchant, t'as beaucoup d'hésitations. Oui, et c'est un choix en fait que je fais. Alors, pas de faire des hésitations en elle-même. Hein, ça, je suis tout à fait navré pour ça. C'est juste qu'en fait, je ne rédige pas. Je ne rédige pas et je m'entraîne à n'avoir une trace écrite que par mots-clés. D'ailleurs, quand je réponds à ces questions, je fais beaucoup de pardon. Ne vous en déplaise. Est-ce que ce nationalisme explique le fort taux de vote en Bretagne? De vote. Pour les partis français ou pour les partis autonomistes? Parce que si c'est pour les partis autonomistes, il y a un faible taux de vote pour les partis autonomistes. Hein, et ils galèrent, ils pédalent dans la semoule depuis des années. Ouais, ouais, ça doit être quelque chose comme ça, hein, 2%. Bon, c'est peut-être en train de monter parce que les gens sont habitués à l'identité bretonne, etc. Mais, mais bon. Le taux de participation politique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois bien avouer que j'ai pas remarqué. Ce que je sais, c'est que les partis nationaux, enfin, les partis nationalistes français. Bon, on va pas se mentir. Allez, hop, le Rassemblement national ne fait pas de bons scores en Bretagne. Euh, le Rassemblement national ne fait pas de bons scores en Bretagne, même si Jean-Marie Le Pen est issu du Morbihan. Fun fact. Euh, Surtout là, ouais, le centre-Bretagne, oui, ça m'étonne pas. Ouais, qui vote FN. Oui, c'est. Mais c'est parce que c'est pareil, c'est des régions très urbanisées. Oui, FNRN, ouais. Très désurbanisées, en fait, enfin très rurales. Et les zones rurales souvent votent. Bon, je veux pas faire de généralité parce que je viens moi-même d'une zone rurale où on vote pas particulièrement Rassemblement National, donc je vais arrêter de dire des énormités sur. Mais
oui, c'est ça, très clairement, ce sont des gens qui sont sensibles au discours, mais ça dans tous les coins de France et d'Europe et du monde, ce sont des gens qui sont sensibles au discours sur l'immigration, un discours xénophobe. En fait, ces gens-là n'ont jamais vu un étranger, enfin ne voient jamais d'étrangers au quotidien par chez eux. C'est comme ça, à Brest, à Rennes, à Nantes, il y a énormément d'étrangers, et les partis nationalistes français ne font pas de meilleurs scores que ça. Hein. Merci de ta réponse. Il y avait une question des Îles tout à l'heure. À quelle époque serait situé l'âge d'or idéalisé de la Bretagne selon le mouvement breton? À l'époque du duché de Bretagne? Plutôt encore? Ah, excellente question. Eh bien, à l'époque du duché de Bretagne, effectivement, à l'époque du duché de Bretagne, et pas n'importe quelle époque, le 15e et le 16e siècle, surtout. Euh, non, plutôt 14e, 15e. Parce que, je vais pas rentrer dans les détails, il y a la Bretagne réussit pourquoi cet âge d'or à ce moment-là? Parce que la Bretagne s'émancipe de la France complètement. C'est-à-dire pendant le Moyen Âge, le duché de Bretagne est vassal du royaume de France. Mais c'est un duché qui prête l'hommage, mais bon, sans plus, quoi. Et en fait, pendant les dernières années, les derniers siècles du Moyen Âge, la Bretagne s'émancipe complètement. Elle frappe sa propre monnaie, elle a ses propres ambassadeurs, elle entretient des relations avec la papauté, tout ça sans le royaume de France. Et après, le royaume de France mène une guerre qui qui détruit complètement le duché. Et voilà, c'est ça. Et il force le mariage d'Anne de Bretagne euh, avec je sais plus quel roi, Louis VIII, je crois. Je sais plus. Je suis pas médiéviste. Il faudra vérifier. Alors oui, il y a des raisons factuelles. Charles VIII, pardon. Charles VIII. Non, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr non plus. Faudra vérifier. Donc c'est pas, comment dire, oui, si, il y a des raisons factuelles, mais c'est pas tant idéalisé. Enfin, c'est vrai. Il y a des raisons factuelles, mais mais en fait c'est surtout de l'administratif. C'est-à-dire que ça change rien. Louis XII, d'accord. Ça change rien pour les Bretons non nobles, etc. D'être sous domination bretonne ou française. Et c'est ça le défaut structurel du mouvement breton, à mon avis, c'est que c'est qu'en fait, eh ben voilà, c'est ça qui écrit l'histoire. Oui, ouais, c'est ça. Ce sont pas les gens de tous les jours entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais donc oui, c'est un âge d'or sur lequel on aime pleurer en en tant que nationaliste, le Moyen Âge, c'est sûr. Mais comme en France, les figures de Jeanne d'Arc, etc. Oui, c'est ça. Elle a été mariée à l'un, puis il est mort, et puis l'autre. Ouais, ouais, c'est ça. T'as fait un mélange. Voilà, c'est ça. Alors attends, je vais regarder s'il y a d'autres questions épinglées. Alors il y en avait une autre de Moum. La Bretagne est-elle à la France ce que la Catalogne est à l'Espagne? Ah, question intéressante. Pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Il y a des situations qui se ressemblent, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que en Espagne, il y a un système administratif qu'on appelle les generalidad, qui sont en fait des États, des sortes d'États dans l'État dont on reconnaît la nationalité. C'est-à-dire que la nation espagnole s'est construite en reconnaissant l'existence des multiples nations qui la composaient.
ce qui est un petit peu différent de la France. Un petit peu différent. Et aussi autre chose, c'est que les nationalismes territoriaux, enfin régionaux d'Espagne, se sont mobilisés contre le franquisme à l'époque de la guerre civile, puis plus tard, quand la guerre civile a été gagnée par le dictateur, par celui qui allait devenir le dictateur Franco. Du coup, le nationalisme catalan, par exemple, a une image positive depuis longtemps dans la société catalane parce qu'il est assimilé à de l'antifascisme. En Bretagne, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose en termes de perception, on va dire. Après, est-ce que le rapport... Je pense que les nationalistes bretons aimeraient établir le même rapport avec la France que celui qu'établissent, par exemple, la Catalogne ou le Pays Basque avec l'Espagne. À savoir des velléités d'autonomie, d'indépendance. Vous avez vu que la Catalogne a proclamé son indépendance en 2017. Donc voilà, c'est une question complexe, mais il y a des points communs, mais il faut remettre en contexte le contexte espagnol. Et ouais. Oui, autonomie ou indépendance, ça, oui, mais oui, après ça dépend de qui tu as croisé. Est-ce que tu as croisé des militants? Est-ce que tu as croisé des gens qui sont issus de la majorité? Voilà. C'est très divers, très divers. Il y a des Catalans qui sont opposés, par exemple. Il y a des Catalans qui sont nationalistes espagnols. Il y a des Bretons qui sont nationalistes français. Et voilà, c'est... Ouais, c'est vrai. Catalogne-Espagne me fait plus penser à flamand-wallon. Et c'est vrai qu'il y a des questions de gros sous, en fait, derrière. J'ai pas eu le temps de développer cet aspect-là, parce que c'est très complexe, notamment. Mais euh, il y a des questions de gros sous. C'est-à-dire que la Bretagne aussi, c'est... aujourd'hui, c'est les chefs d'entreprise qui sont les plus représentatifs du nationalisme décontracté en Bretagne. Et c'est pareil, on va dire, en Wallonie et en Flandre. Euh, à voir, à voir. Peut-être un peu moins de sa ambition. Ouais, c'est l'Ubisoft. Ouais, très bien. Très bien. Euh, Oui, c'est vrai. Oui, je sais. Oui, Yves Guillemot est breton. D'ailleurs, est-ce que tu trouves que le folklore est important pour la Bretagne? Bah, je pense que le folklore, ça n'existe pas, en fait. Comment dire? Après, je sais pas vraiment ce que tu appelles folklore, mais le folklore, pour moi, c'est une construction contemporaine qui prétend puiser des ressources dans un passé lointain, qui en fait n'a jamais existé, mais qui est en fait un processus pour se rassurer des changements qui sont en train d'opérer à grande vitesse dans le monde contemporain. Après, si tu parles des fêtes, les fest-noz par exemple, ou les bagades, les bagadous, ça, ou les crêpes au sucre, ou que sais-je encore, ou le festival des vieilles charrues. Non, le festival des vieilles charrues, c'est pas vraiment folklore. Mais le festival interceltique de l'Orient, par exemple, eh ben, ça crée un enthousiasme. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas si on peut mettre les druides dedans. Ouais, si, tu peux mettre. Oui, oui, les druides, les Gorsez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je crois qu'il y a la vidéo d'un youtubeur parisien qui est allé à la rencontre de druides en Bretagne, de Gorsez. Voilà, c'est ça, les mariages à la druidique. Voilà, c'est ça. Il a fait une vidéo qui est, oui, bah, voilà, vous pouvez voir en vrai ce que c'est la Gorsaz des druides en Bretagne. Ah oui, il y a des gens qui se marient. Mhm. Ah oui.
Est-ce qu'on peut inclure un festival comme celui de Lorient, qui invite régulièrement des artistes galiciens et irlandais, comme faisant de ce Celtic Revival, euh, où on recherche du celtique partout, même si en l'occurrence il y a des bases culturelles légitimes? Bah, je sais pas ce que t'appelles des bases culturelles légitimes. Il y a, je sais pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre la question parce que pour moi il y a pas de culture légitime ou illégitime, mais pas inventée, je voudrais dire. Mais oui, en tout cas, je réponds à la première partie de la question. Oui, très clairement, ça fait partie de ce Celtic Revival. Exactement. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est un rapport ou un lien? Pas bien, genre, instrument. Ah oui, mais légitime. Ouais, d'accord. Euh, Bah en fait, c'est il y a encore cette croyance de solidarité interceltique justement entre différentes cultures qui sont censées se ressembler. Non, 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 il y a non, bien sûr. Pardon. Je- euh, Bien sûr, toutes les cultures sont légitimes, mais ouais, les cultures liées entre elles. Voilà. En fait, c'est un lien qui est mis en valeur, mais qui n'existe peut-être pas autant que ce qu'on voudrait le dire. C'est ce que je pense. Les cultures celtiques entre elles, l'alliance des rescapés celtiques. Quel rôle a eu la Bretagne lors de la Seconde Guerre mondiale? Complémentaire à la France aussi. Oula. Ah. Oh là 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 là. Euh... Alors, bon, déjà, question des îles. Toujours dans une optique d'idéaliser tout ça. Oui, tout à fait. La politique marche dans la main avec la culture, cher ami. Euh... Donc, oui, question. Disais-tu, quel rôle a eu la Bretagne? Ça dépend ce que tu appelles la Bretagne. J'ai passé toute ma conférence à dire que la Bretagne en elle-même, ça n'existait pas. Tu vas pas me demander quel rôle a eu la Bretagne. Bah, quel rôle a eu la Bretagne? Il y a eu comme la France, il y a eu des résistants, il y a eu des collaborateurs, il y a eu des gens, 95% d'entre eux, qui essayaient simplement de joindre les deux bouts parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Mais voilà. Après, il y a eu beaucoup de résistants en Bretagne, hein, mais parce que s'il y a eu beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de jeunes dans la résistance, surtout à partir du moment où le service du travail obligatoire a été installé. Et du coup, beaucoup de jeunes s'y sont soustraits et ont décidé d'entrer dans la résistance. Euh, Quel serait le lien entre les différentes cultures celtiques? Bon, ce serait la langue. En fait, alors, il est à Lorient, le festival interceltique. Euh, mais, euh, mais donc c'est la langue. C'est la langue, c'est parce qu'en fait, au 18e, 19e, il y a des linguistes qui ont essayé de faire le lien entre les étymologies du entre les étymologies du gallois et du breton, notamment, et entre le breton et le gallois, l'irlandais, l'écossais, tout ça. Et du coup, c'est à une époque où on considérait les langues comme des éléments organiques, en fait, un petit peu comme un arbre avec différentes branches et des choses comme ça. Bon, les linguistes ne considèrent plus du tout ça comme ça aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'on imagine les langues celtiques voilà, de la même famille, et donc on imagine des peuples unis de la même nature, de la même race, en fait. Hein, c'est autant dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on appelle ça une ethnie, mais bon, euh, c'est un cache-sexe pour race, en fait, ethnie. Il y a aussi des similarités avec la langue d'oc et le celte, pas la même famille. Ah oui, oui. Il y a des similarités entre toutes les langues, j'ai envie de dire, vu que chaque langue ressemble à son voisin, donc
ça fait une réaction en chaîne. Comment dire? Sauf le basque, qui est un isolat complet, on sait pas d'où ça vient, c'est mystérieux. Mais sinon, ouais, ouais. Le breton a emprunté beaucoup au français, notamment. Conception qui est très pénible à imaginer pour les nationalistes. Mais ouais. Ouais, le maltais aussi. Ouais, le maltais qui vient de l'espagnol, l'italien, l'arabe, différent. Mais le Malte, c'est parce que ça a été conquis 10 000 fois au Moyen-Âge, ça. Pour ça. La place de la langue chez les nationalistes bretons. Alors attends, ça dépend. Revenir au fil. Les similarités des danses celtiques sont-elles réelles? Il y a des similarités. Par exemple, en termes très techniques, par exemple, le cercle circassien ressemble, qui est une danse bretonne, ressemble énormément à la gigue irlandaise sur le plan du rythme, et ressemble énormément à la pandeirada galicienne. Bon, des danses qui vous disent peut-être rien, mais du coup, ce sont des danses, des musiques aussi, que les nationalistes bretons, mais aussi écossais, irlandais, ont, ont arrangé pour que ça tisse un lien, en fait. C'est surtout les Bretons qui sont à l'origine de ça, parce que c'est eux qui étaient le plus à fond dans ce genre de conception. C'est eux qui ont essayé d'arranger en fait la musique. C'est pareil, la musique c'est comme la langue et c'est comme la culture. C'est pas, ça traverse pas les époques en fait. C'est que les danses celtiques sont pas réelles dans le sens où elles viendraient d'un temps immémorial. Ce sont des traditions inventées. Voilà, comme comme beaucoup de choses qui datent du 19e siècle, du 20e siècle, qui ont des fonctions politiques, qui ont pour fonction de rassurer. Euh, voilà. Alors, une question sur la place de la langue chez les nationalistes bretons. Bah, oui, c'est vrai que j'aurais dû parler du breton dans ma présentation. J'avais peur que ça dure 10 000 ans. Bah, comment dire pendant la Seconde Guerre mondiale, les nationalistes ont eu des nationalistes spécialistes de linguistique ont eu dans l'idée de purifier la langue entre guillemets, c'est-à-dire se débarrasser des emprunts français pour. C'est comme je vous avais dit, les nationalistes considéraient que le peuple était dégénéré, était latinisé. Eh bien en fait, les linguistes ont considéré que le peuple était dégénéré aussi par la langue, parce que merci beaucoup, par exemple. Aujourd'hui, vous verrez beaucoup Trugarez Vras, mais en fait, les anciens, quand je dis les anciens, c'est pas péjoratif, hein, c'est la génération qui est née entre les années 1930 et les années 1950, on va dire, disent, les anciens disent merci Brass, pour merci beaucoup. Bah non, mais non, pas de souci, les anciens, c'est. Oui, tu es ancienne. Non, je plaisante. Donc, oui, c'est. Merci Brass. C'est comme la voiture. La voiture, en breton, on dit en auto. Euh, pour, du coup. Alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, et après, il y a eu des volontés de remonter à une étymologie qui passerait par une traduction littérale du char de feu, des machins comme ça. Et du coup, les Bretons, qui n'étaient pas nationalistes,
ça les faisait rire parce qu'ils se foutaient des linguistes nationalistes qui les incitaient à utiliser ça, ou alors ils ignoraient complètement que ça existait, ce qui était bien souvent le cas. Une voiture, c'est en auto, et puis c'est pas grave si ça vient du français automobile. C'est pas grave, c'est pas impur. Mais c'est une conception raciale, en fait, du peuple, de la langue, et, etc. Conception raciale. Y a-t-il des questions? Ouais. À l'oral, peut-être? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Bon, bah, on a peut-être fait le tour, comme dit Maxime. Mhm. Je me permets du coup, en attendant d'autres questions, de remercier Malo pour cette conférence. J'y vais pas forcément un terme, hein, mais, mais si d'autres veulent intervenir, c'est le moment. N'hésitez pas à chercher vos questions. Ah, bah, attends, oui, bah, vas-y, je te laisse. Charles, je finis mon blabla et tu fais ça après. Donc je remerciais Malo pour son intervention. Je tenais à remercier également Maxime pour toute l'organisation et dans des conditions un peu particulières ce soir. Donc merci à Maxime pour l'organisation et la possibilité qu'il donne à chacun de s'exprimer. Je tenais à remercier Léo qui a modéré un petit peu ce soir autant qu'il le pouvait avec ses capacités, le temps qu'il a pu nous donner. Aussi un peu au pied levé, puisqu'on a à peine discuté de la manière dont on gérait les conférences très, très, très récemment. J'en profite également pour remercier Aurélien, qui n'est pas là, je crois, ou qui n'est plus là du moins. Évidemment, on remercie toutes les personnes qui étaient là ce soir et qui ont écouté Malo dans la bienveillance et la gentillesse. Merci à vous. Toujours un plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont là qu'on organise. Ouais, bah voilà, je voulais simplement te remercier, Malo, parce que c'est très... J'espère que mon micro il sera pas aussi horrible que la conf, mais c'est très complet, et puis voilà, ça fait du bien d'avoir que quelqu'un qui fait des études donc en histoire vienne verbaliser, entre guillemets, des sujets si complexes, et puis il y a beaucoup d'exemples, très précis. Voilà, après c'était un plan chronologique, donc je suis pas trop fan, mais après je suis personne pour juger. Mais ouais, non, mais ça n'a rien enlevé au fond. Mais voilà, c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup pour cette conférence sur un mouvement que personnellement je ne connaissais pas, et je pense pas que je l'aurais connu avec les études que je pense faire. Mais merci beaucoup. Voilà. Merci à toi Charles. C'est fort aimable de me partager ton avis de connaisseur quand même malgré tout. Une bonne tranche de période soviétique, ma foi très intéressante également. Bien sûr, j'ai complètement zappé les convenances et j'ai fait une entorse à l'étiquette que je vais rectifier tout de suite avec mon indélicatesse chronique. Bien sûr, j'aurais dû le faire au début. Je remercie les membres du staff, Angel, Aurélien, Maxime, Smadira, bon, petit ange parti trop tôt, et également d'autres, Charles, pour aussi les conseils, tous les gens qui ont répondu à mes sondages, mon sondage. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'aurais pas eu le temps. Non, mais non, t'es pas du staff, je sais. Mais c'était bon. J'aurais dû mieux marquer le point. Je remercie tous les membres du staff. Paf, tac, je ferme la parenthèse. Virgule. Charles. Après, Ésil. Merci beaucoup, même si j'ai eu du mal à retrouver le message dans les conversations. Voilà. Donc les sondages. Si, on a beaucoup discuté. C'était très instructif. Merci aussi à Quentin,
Achiac, merci à mon frère aussi qui n'est pas là, mais auquel je pense en ces temps douloureux. Non, pas douloureux. Mais voilà, c'est fort aimable. Et ils m'ont tous appuyé, tous soutenu. Merci bien sûr au Max de Culture, toute la communauté, qui déjà prend plus d'une heure trente, à peu près 2 heures de son précieux temps pour m'écouter déblatérer. Et également, du coup, permettre la, la mise en place de conférences sur des sujets variés. Je trouve l'initiative formidable. Je l'ai pas assez dit. J'ai surtout dit à Maxime que je trouvais ça prodigieux comme concept. Mais donc voilà, c'est fort aimable. Merci à vous tous. J'attends avec impatience d'autres conférences. J'incite aussi les les jeunes historiens, les passionnés d'histoire également. Charles qui a versé le premier sang des conférences historiques. Euh, euh, eh bien, je les incite à continuer les conférences sur des périodes variées, des sujets inexplorés, des choses comme ça. C'est hyper intéressant et on en apprend toujours, quel que soit notre niveau. Voilà.